Alors, tout d'abord, quand on parle d'hypertension pulmonaire et du point de vue personnel, il y a des moments dans notre carrière où on est marqué. Et il y a 3 ans, il y a une femme médecin qui vient me voir pour un examen cardiovasculaire. Essoufflée, elle aurait fait une ou deux syncopes. Je l'examine, à l'électrocardiogramme, je trouve une HVD avec des T négatives en V1, V2, V3. Et je fais l'écho et je trouve de l'HTAP avec une pression pulmonaire de 100 mm de mercure. Donc, quand je lui ai annoncé le diagnostic, ça a été un peu dur pendant les quelques semaines, puisque, comme elle est médecin, elle est partie voir un peu la littérature, et sachant que le pronostic de cette maladie est malheureusement sévère, puisque au bout d'1 an à 2 ans, 50% de personnes décèdent, mère de 2 enfants, c'est une histoire qui frappe, et je me suis beaucoup intéressé à ce sujet-là. Alors, je vous raconterai un peu l'histoire de cette médecin à la fin de ma présentation. Alors, quand on parle d'hypertension artérielle pulmonaire, c'est une définition d'abord hémodynamique. Ce n'est pas l'échographie qui pose le diagnostic. Donc, vous devez obligatoirement faire un cathétérisme cardiaque avec mesure des pressions. Alors, l'hypertension pulmonaire se définit comme une pression pulmonaire moyenne plus de 25 mm de mercure. L'hypertension pulmonaire précapillaire étant une augmentation de la pression pulmonaire moyenne de plus de 25 mm de mercure et la pression capillaire est de moins de 15 mm de mercure. Et l'hypertension postcapillaire étant une augmentation de la pression pulmonaire plus de 25 et moyenne et une augmentation de la pression capillaire pulmonaire. Ce qui est intéressant à noter, c'est qu'aujourd'hui, on inclut les résistances pulmonaires comme un élément diagnostique, bien sûr, pour faire la différence entre l'hypertension pulmonaire postcapillaire et isolée et l'hypertension pulmonaire postcapillaire et précapillaire. Donc, la première des choses extrêmement intéressantes, c'est une définition hémodynamique. La même classification étant pour les adultes et pour les enfants. Troisièmement, il y a des progrès diagnostiques thérapeutiques, il y a l'émergence des centres de référence et surtout, il y a des thérapeutiques nouvelles qui ont absolument changé le pronostic de l'hypertension pulmonaire. Alors, nous avons 5 types d'hypertension pulmonaire. Nous avons les hypertensions pulmonaires type 1, qui sont idiopathiques en général, qui peuvent être associées à des mutations génétiques ou parfois d'origine médicamenteuse. Les hypertensions artérielles pulmonaires type 2 sont en général associées aux cardiopathies gauche. Et bien sûr, le traitement dépend de l'atteinte gauche. Troisième type, ce sont les hypertensions pulmonaires d'origine pulmonaire respiratoire, les bronchopathies chroniques, restrictives, obstructives et apnée du sommeil. Les quatrièmes, ce sont les hypertensions artérielles pulmonaires post-emboliques et les cinquièmes, les rares. Et les grandes avancées thérapeutiques ont été faites essentiellement sur les hypertensions artérielles pulmonaires type 1 et sur type 4. Il y a des nouveaux traitements dont je vais bien sûr vous parler. Alors pour le type 1, on a aujourd'hui, ce qui est extrêmement important, plus de 10 médicaments qui ont été approuvés, qui ont l'AMM. L'estimation étant 1 à 7 cas pour 1 million d'habitants, et généralement la prévalence est de 10 sur 26 par million d'habitants. Et en général, quand on parle d'hypertension type 1, ce sont les idiopathiques, les mutations génétiques et certaines associées à des hypertensions portales, à des connectivites ou à des HIV. Alors, il y a un certain nombre d'éléments pronostiques sur lesquels on va jouer. On a généralement 3 tableaux. On a les verts, c'est-à-dire les patients qui ont un bon pronostic. Ce sont des patients qui n'ont pas de signe d'essence cardiaque, qui sont asymptomatiques, qui n'ont pas fait de syncope, qui ont un test de 6 minutes, qui est important pour l'évaluation de plus de 440 mètres, qui ont une VO2 de plus de 15 ml par kilo par minute, qui ont un taux de BNP bas, qui n'ont pas d'altération sur l'imagerie échographique avec une surface de l'oreillette droite moins de 18 cm² et qui ont une pression pulmonaire, donc qui ont une résistance artérielle pulmonaire de moins de 8 mm de mercure, un index cardiaque de plus de 2,5 litres par minute par mètre carré et une saturation veineuse de plus de 65%. Et quand on parle d'objectifs thérapeutiques, bien sûr, il faudrait ramener les patients au vert. Et bien sûr, il y a les rouges, les cartons rouges, c'est les patients qui ont le pronostic le plus sévère, ce sont les patients qui sont très symptomatiques, qui ont fait des syncopes, qui sont stade 4, qui ont un test de 6 minutes de moins de 165 mètres, qui ont un pic de VO2 qui est moins de 11 ml par kilo par minute, une augmentation du BNP, une altération des paramètres hémodynamiques
et échographique. Le but du traitement étant double, améliorer la qualité de vie, bien sûr améliorer le périmètre de marge et surtout améliorer, augmenter la survie des patients parce que c'est le but ultime de notre, bien sûr, de notre métier. Il y a eu des avancées énormes sur le plan thérapeutique parce qu'on connaît mieux la physiopathologie de l'hypertension pulmonaire. Il y a 3 voies qui sont intéressantes et qui vont nous faciliter la compréhension des traitements. La première voie étant la voie des endothélines. Alors, tout se passe au niveau de l'endothélium de ces personnes. On va avoir une sécrétion pro-endothéline qui va donner de l'endothéline 1 qui va se fixer sur les récepteurs A et B. Et donc, ça va être un puissant vasoconstricteur, ce qui va donner un remodelage vasculaire, ce qui va donner de l'hypertrophie, ce qui va donner de la fibrose, de l'apoptose et l'augmentation des pressions pulmonaires et des résistances. Deuxième voie, c'est la voie du monoxyde d'azote qui a valu à son auteur, celui qui a découvert le prix Nobel, bien sûr de médecine il y a quelques années. Alors sur cette voie, on a la transformation de l'arginine en citrulline, transformation en monoxyde d'azote qui va augmenter le GMP cyclique. Lequel GMP cyclique va être inhibé par les phosphodiesterase 5. L'inhibition des phosphodiesterase 5 va augmenter le GMP cyclique, il va augmenter le NO. Et les traitements que nous avons, que ce soit le sildenafil, le tadalafil, jouent à ce niveau-là. Troisième voie, c'est la voie des prostaglandines et qui va aboutir à la libération de l'AMP cyclique. On a en général 2 mécanismes importants, soit une surexpression de l'endothéline, soit un défaut de sécrétion de prostaglandine, soit un défaut d'élévation du monoxyde d'azote. Et les traitements actuels vont soit s'opposer aux anti-endothélines, progrès majeur du traitement, soit ça va être les libérateurs du monoxyde d'azote, soit ça va être, bien sûr, les prostaglandines. Soit, ce qui est mieux, c'est de pouvoir agir sur les 3 voies en combinaison pour pouvoir améliorer le pronostic. Donc, on a ces 3 voies qui vont aboutir aux thérapeutiques nouvelles, les antagonistes des endothélines, les inhibiteurs des phosphodiesterase 5 et bien sûr l'augmentation de l'AMP cyclique par les prostaglandines. En une trentaine d'années, il y a plus de 29 essais thérapeutiques qui ont pu amener plus de 5000 personnes. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est une pathologie, un vrai modèle d'évolution sur les maladies rares, les maladies orphelines, c'est qu'on a des essais thérapeutiques des années 90 sur la monothérapie. Progressivement, on a avancé sur les traitements par la bithérapie pour aboutir à des traitements en combinaison initiale. Donc une vraie avancée qui va nous permettre de mieux appréhender, de mieux traiter et d'avoir des recommandations claires. Initiale, puis séquentielle, puis combinaison. Alors, les premiers essais se sont intéressés essentiellement aux tests de 6 minutes, voilà, qui était le paramètre de l'évaluation des traitements. Et il y a eu des essais, que ce soit avec les 3 types de molécules. Et ces 3 essais, ces 3 types de molécules, ont toutes démontré l'augmentation du test de 6 minutes. Et on peut avoir une augmentation jusqu'à pratiquement plus de 100 mètres. Et en généralement, le gain qu'on peut avoir, c'est de l'ordre de 50 à 60 mètres, ce qui est énorme pour une qualité de vie. Et puis, une avancée majeure, c'est que sur les 10 dernières années, aujourd'hui, on a des essais sur la mortalité. Et les 3 essais de 2016 qui sont les plus importants sur l'hypertension pulmonaire, l'étude Séraphin, je reviendrai là-dessus, avec le macitentan, médicament majeur de l'hypertension pulmonaire anti-endothéline, qui va baisser la mortalité de 35 à 45% la mortalité et des hospitalisations. Deuxième essai intéressant, c'est l'association, pour une fois, on a l'association, l'ombrisentan et le tadalafil, ombrisentan anti-endothéline, tadalafil inhibiteur des phosphodiesterase 5, dans l'étude Ambition, qui réduit les événements de 50%. Et puis, fait majeur, c'est comme si on est dans un rêve, on a aujourd'hui les prostaglandines par voie péros, le Selexipag, qui va diminuer pratiquement la mortalité de 39%. Pour ceux qui manipulent les prostaglandines, en général, c'est par cathétérisme, on met un cathétérisme dans l'artère pulmonaire, ou par voie sous-cutanée, ou par inhalation. Et aujourd'hui, on a la possibilité par voie orale. Donc, commençons par les prostaglandines. Alors, et c'est important, l'étude Griffon, 1156 patients avec hypertension pulmonaire, placebo versus Selexipag,
étude d'efficacité, bien sûr, et le critère majeur, regardez bien, c'est un critère de morbimortalité. Et dans cet essai-là, on a la moyenne d'âge. En général, l'âge moyen des hypertensions pulmonaires, c'est 48 ans. Et essentiellement, regardez bien, c'est une pathologie malheureusement qui touche les femmes en plein âge, bien sûr, où elles sont accomplies. 50% avec des hypertensions pulmonaires primitives. Et dans cet essai, regardez bien, l'essai est d'emblée positif dès la prise du traitement et on a un gain de pratiquement 40%, une baisse de la mortalité de 40%. Et ceux qui bénéficient le plus du traitement, ce sont les personnes qui n'étaient pas sous traitement ou qui étaient bien sûr sous inhibiteurs de la phosphodiesterase. Donc, avancée majeure. Deuxième thérapeutique qui est une avancée majeure, c'est les libérateurs du monoxyde d'azote. Et on a aujourd'hui un autre médicament qui voit le jour, c'est le réociguate. Le réociguate qui va agir en augmentant la GMP cyclique, qui va être vasodilatateur et qui va s'opposer bien sûr à son inhibition. Et c'est un médicament qui va avoir une action soit directe par libération du monoxyde d'azote, soit indirecte en sensibilisation au GMP cyclique. Alors, ce qui est intéressant avec l'urosiguate, c'est qu'aujourd'hui, il a l'AMM dans les hypertensions pulmonaires post-emboliques. Et c'est donc l'AMM vient de tomber. Et deuxièmement, il est indiqué dans les hypertensions pulmonaires primitives type 1. Bien, par contre, il est contre-indiqué en association avec les inhibiteurs de la phosphodiesterase 5, puisqu'il agit sur la même cible thérapeutique, rappelez-vous bien. Donc, 2 essais pour le réociguate. L'essai patent sur l'hypertension pulmonaire type 1, augmentation au bout de 2 semaines du test de 6 minutes, diminution de la pression de la résistance pulmonaire, diminution du BNP, amélioration de la classe fonctionnelle et amélioration, bien sûr, du bien-être des patients. Deuxième essai sur les hypertensions apulmonaires primitives, sur les hypertensions post-emboliques, c'est l'essai CHEST. C'est un essai qui permet de montrer qu'avec le réociguate, augmentation du 6 minutes, des résistances pulmonaires, diminution du NT-proBNP, amélioration fonctionnelle. Regardez bien, il y a une amélioration quand on traite de façon précoce et de façon agressive ces patients au tout début. Et aujourd'hui, donc, le réociguate a l'AMM dans l'indication d'hypertension pulmonaire, bien entendu post-embolique. Troisième voie, et non des moindres, c'est la voie des endothélines. Et nous avons aujourd'hui la chance au Maroc d'avoir le macitentan. Et le macitentan a été essayé dans cette fameuse étude SIRAFIN, publiée dans le New England Journal of Medicine, sur la morbimortalité dans l'hypertension pulmonaire. Alors, l'objectif de l'étude, c'est l'efficacité et la tolérance à long terme du macitentan. Le critère principal est un critère lourd de morbimortalité cardiovasculaire et des critères secondaires comme le test 10 minutes, comme la classe fonctionnelle, comme les réhospitalisations ou les décès. Alors, on met aujourd'hui comme critère majeur, regardez bien, on n'est plus dans le test de 6 minutes, on est dans un critère de morbimortalité ou de recours à la trioceptostomie, ou la transplantation pulmonaire, ou l'initiation prostaglandine, ou l'aggravation des patients. Cette aggravation des patients, c'est soit une baisse du test de 6 minutes, soit une aggravation de la classe fonctionnelle, soit l'apparition de signes d'insuffisance cardiaque, soit le recours à de nouveaux médicaments. Et là, fait majeur, il y a une diminution de la mortalité de 45% donc du groupe macitentan par rapport au placebo. Et regardez, dès le départ de l'étude, les courbes divergent. Alors, ce bénéfice, on le voit chez les personnes naïves qui n'ont jamais été traitées, mais aussi chez les patients qui étaient pré-traités. Et le bénéfice, bien sûr, est plus important chez les personnes qui n'avaient pas de traitement vierge de pratiquement de 55%. Il y a une amélioration, l'étude est positive sur les hospitalisations, sur les critères secondaires et les décès liés à l'hypertension avec une baisse de 50%. Et puis à la fin de l'étude, regardez bien, le macitentan a fait beaucoup mieux sur les critères secondaires, réduction du risque de décès de 23%. Et regardez bien, 70% du groupe des patients placebo ont présenté une aggravation de l'hypertension pulmonaire et ont reçu un autre traitement spécifique dont le macitentan dans l'étude SIRAFIN.
Donc, l'aggravation clinique à 3 mois est prédictive du décès. En général, quand vous suivez des patients, si vos patients changent rapidement de classe thérapeutique, font des syncopes, baissent leur pression, baissent leur capacité fonctionnelle, augmentent leur BNP, généralement, ils vont s'aggraver. Et donc, le bénéfice des traitements, et bien entendu, dans les 3 premiers traitements, ça se voit et les courbes absolument divergent. Et quand on a des éléments de gravité, comme je vous ai montré au départ, généralement, ces patients vont mourir assez rapidement. Donc, Séraphin est la première étude qui évalue le temps jusqu'au premier événement. Il réduit la mortalité de 45%, il améliore les tests fonctionnels de 6 minutes, la classe fonctionnelle, le critère combiné de décès ou d'hospitalisation et absence de risque plus élevé d'élévation de transaminase. Rappelez-vous bien, avec le Tracleer, on avait quelques problèmes d'élévation de transaminase dans ces cas-là. Donc aujourd'hui, avancée majeure et bien entendu, on peut avoir quelques effets secondaires rares comme les anémies, les céphalées ou l'obstruction nasale. Donc aujourd'hui, au Maroc, nous avons le macitentan. Le problème, c'est que c'est cher. Les patients ont besoin de prise en charge. Et pour vous donner une idée, ça peut coûter dans les 3 000 € à peu près. Donc aujourd'hui, il faudrait absolument qu'on puisse se battre pour que les patients qui ont des mutuelles, qui ont des assurances, puissent avoir ce type de traitement. Alors, pour revenir au traitement de l'hypertension pulmonaire, aux stratégies thérapeutiques, comme dans l'hypertension artérielle. Au départ, on était pour la monothérapie. Maintenant, on va vers la bithérapie, trithérapie. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'on a plusieurs cibles à attaquer, on peut minimiser les effets secondaires, on peut mieux protéger les organes cibles. C'est à peu près la même chose pour les hypertensions pulmonaires. Alors, le but aujourd'hui des combinaisons thérapeutiques, c'est d'avoir des effets synergiques, c'est de pouvoir attaquer différentes voies physiopathologiques, c'est de s'opposer à la gravité de la maladie et bien sûr, en prenant exemple au cas d'hypertension, d'insuffisance cardiaque ou d'HIV et on va plus vers les trithérapies. L'étude Ambition est justement une étude de bithérapie qui va associer l'ombrisentan au tadalafil d'emblée. C'est une étude de combinaison et qui va montrer une diminution du risque de 40% par rapport à la monothérapie avec une amélioration des sous-groupes type donc des groupes fonctionnels et moins d'hospitalisation. Donc cette étude est positive. Et troisièmement, quand on voit les patients qui sont les plus sévères dans les registres, les plus sévères, ce sont ceux qui ont une monothérapie. Les moins sévères et ceux qui ont le meilleur pronostic, ce sont généralement qui ont la trithérapie. Quand on est plus traité, on va mieux que ce soit les inhibiteurs de phosphodiesterase, l'antiendothéline et les prostaglandines. Et bien entendu, ils ont un meilleur pronostic. La dernière étude, c'est l'étude Affront. C'est plutôt une étude pilote en France, dans un centre de référence, le Kremlin-Bicêtre, qui est un des meilleurs centres d'Europe. Alors, regardez bien, toujours on retrouve ces femmes, ces âges jeunes, ces causes idiopathiques. Et bien entendu, dans le groupe qui a la trithérapie, on a une amélioration fonctionnelle, une amélioration hémodynamique extrêmement intéressante. Et bien sûr, on a une augmentation du périmètre de vie, de marche, de la qualité de vie, et qui va de pair avec l'amélioration des résistances pulmonaires. Et il y a une étude qui est en cours, étude Triton, qui va étudier l'efficacité, la sécurité d'une association d'une trithérapie versus une bithérapie. Donc le concept évolue vers une connaissance physiopathologique. On va vers un traitement, des bases thérapeutiques d'une voire une trithérapie. Alors, toutes ces études-là ont abouti à de nouvelles recommandations. Et ces recommandations, nous avons aujourd'hui la possibilité, il y a 30 ans, on n'avait rien. Aujourd'hui, on a la possibilité de traiter ces patients. On a les inhibiteurs d'endothéline, le chef de file étant l'ombrisentan. Et regardez le niveau de recommandation dans les classes 2 et 3, c'est un niveau de recommandation 1. On a les inhibiteurs des phosphodiesterase, la sildenafil, le tadalafil et le réociguate. Je vous rappelle que nous, qu'est-ce qu'on utilise au Maroc? Le Viagra à 50 à 100 mg. Le Viagra n'a pas l'AMM. En France, il y a le Rivacio qui doit être donné en 3 fois, 20 mg 3 fois. Mais bon, nous, on fait du bricolage, bien sûr, mais bon, il faut traiter les patients. Et puis, les prostaglandines. Aujourd'hui, nous n'avons aucune prostaglandine au Maroc. Donc, on a la possibilité de traiter les patients, soit par voie intraveineuse, par voie inhalée, par voie sous-cutanée, et mieux encore, le Cilaxipag par voie orale. Donc, ce sont des avancées thérapeutiques majeures.
En bithérapie, on a vu l'étude ambition, et donc l'AMM va suivre. Au niveau de recommandation 1, l'embrisantan plus tadalafil, c'est un niveau de recommandation 1. Et puis, en combinaison séquentielle, on peut associer le macitentan au sildenafil, on peut associer le silixépag aux inhibiteurs de la phosphodestérase, mais pour notre molécule, bien sûr, dont on dispose, on peut tout à fait l'associer au macitentan avec le sildenafil. Alors, pour avoir un peu les idées claires, quand on est au stade 2, qu'est-ce qu'on peut utiliser? On peut utiliser les inhibiteurs de l'endothéline, le macitentan à l'AMM, que ce soit sur le type 2 ou le type 3. Et quand on est sur le stade 4, avec des malades un peu plus sévères, on devrait utiliser les prostaglandines, les inhibiteurs d'endothéline et bien sûr les inhibiteurs de phosphodestérase. Et regardez bien, plus on avance dans les classes, plus on va avancer vers une bithérapie, voire une trithérapie. Donc il y a une vraie évolution dans la connaissance et dans le traitement des hypertensions pulmonaires, et on va recourir à des traitements de plus en plus agressifs, et dès le départ pour pouvoir amener ces patients à rester stables et ne pas s'aggraver, pour avoir les deux qu'on cherche, améliorer leur qualité de vie et bien sûr pour augmenter leur survie. En termes bien sûr de stratégie diagnostic et thérapeutique essentiellement, quand on confirme le diagnostic d'hypertension pulmonaire, et ça, j'insiste là-dessus, il faudrait absolument un centre de référence. Au Maroc, nous n'avons pas de centre de référence. J'ai entendu dire qu'il y a quelques équipes qui travaillent, mais il faudrait absolument créer un centre de référence avec des cliniciens, des hémodynamiciens, des pédiatres. Il faudrait absolument travailler en équipe pour pouvoir bien diagnostiquer ces patients, pour que ce soit un centre de référence et pour pouvoir diagnostiquer ces malades. Une fois les patients diagnostiqués, on fait un test de vasoréactivité pour voir ou non la place des inhibiteurs calciques. S'il n'y a pas de vasoréactivité, à ce moment-là, on va voir le stade 2 ou 3. Donc on peut commencer soit par une monothérapie, on peut commencer par une bithérapie d'emblée. Et puis, bien entendu, si on n'est pas dans l'objectif, on va aller vers une bithérapie, voire une trithérapie. Et quand malheureusement ça échoue, on va aller avec une transplantation pulmonaire, comme on a vu sur France 2 il y a mardi dernier. Donc, vous voyez un peu que c'est un peu lourd, mais aujourd'hui, il y a un vrai espoir pour ces patients. Et pour revenir à la femme médecin dont je vous ai parlé au départ. Alors au départ, j'ai commencé à le traiter par sildenafil. Elle a traîné un peu, elle est partie en Arabie Saoudite, elle est partie un peu en Allemagne où on lui a fait des greffes cellulaires. Bon, elle a fait un peu, mais par la suite, elle a atterri, elle est partie, elle a vendu tout ce qu'elle avait, elle est partie en France, elle a émigré, elle a été prise en charge par un centre de référence. Aujourd'hui, elle est en trithérapie, elle va bien, elle est sous prostaglandinique, sous inhibiteur d'endothéline, sous inhibiteur de la phosphodestérase, elle marche, elle mène une vie tranquille, elle a 2 enfants, elle est pleine d'espoir, et cet espoir qu'il faut transmettre aux patients, et bien sûr, il faudrait absolument se battre, parce que tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Voilà, je vous remercie. Merci, Dr Bennis, pour cette belle revue de la littérature en matière de traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire. Très actualisé. Je vois qu'il n'y a pas de questions sur la tablette. Est-ce qu'on a le temps pour 1 ou 2 questions dans la salle? Oui. Oui. Celui qui a le micro en premier. Oui. Je peux parler? Docteur Arabat de Mauritanie. Non, merci donc pour la qualité de l'exposé. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a eu quelque chose en ce qui concerne l'Eisenmenger? L'Eisenmenger, oui. Alors, en principe, il fait partie, je reviens sur la classification, je pense que, je reviens là-dessus, je pense qu'il y a des avancées thérapeutiques à ce niveau-là, hein, et je pense que ça fait partie... Alors, on a les hypertensions type 1, on a les connectivites, les atteintes, les hypertensions portales, les tables congénitales, et les Eisenmenger fait partie des cardiopathies congénitales, et on peut, dans ces cas-là, essayer des traitements qui sont, dont je vous ai parlé,
mais je n'ai pas d'essai thérapeutique. Je pense qu'il y a des essais qui sont en cours, mais on peut essayer les inhibiteurs des phosphodiesterase, on peut essayer les inhibiteurs d'endothéline, les prostaglandines aussi, mais je n'ai pas d'essai thérapeutique aujourd'hui à vous donner. Mais ça, on peut faire de l'extension, parce que ce qui est valable pour l'enfant, pour l'adulte, est valable pour l'enfant dans ce topo-là. Voilà. Monsieur Kara. Monsieur Béni, je te remercie. Tu sais, malheureusement, je fais partie des gens qui ne croient pas à ces médicaments, je ne crois pas beaucoup. Quand on voit les lésions pulmonaires qui existent histologiquement, on se pose des questions de savoir comment un médicament peut jouer sur ces lésions. Mais enfin, l'expérience, les essais montrent qu'il y a une amélioration, c'est certain. Je voudrais juste dire deux choses. Dans l'hypertension artérielle pulmonaire primitive, il y a une technique maintenant qui est extraordinaire, c'est le POTS. Parce qu'il y a une différence entre l'hypertension artérielle pulmonaire due à l'Eisenmenger, mais qui vit très bien. On a tous des cardiopathies. Pardon? L'Eisenmenger oui. L'Eisenmenger. On a tous des cardiopathies congénitales qui vivent très très longtemps, avec une hypertension artérielle pulmonaire très importante, sans aucun traitement. Donc l'intérêt, ça serait de transformer une hypertension pulmonaire primitive en Eisenmenger. Donc pour la transformer, il y a une seule technique actuellement qui a été utilisée, qui a été publiée, qui est extraordinaire, qui s'appelle le POTS. On fait un POTS, tout simplement, en transformant. Et puis, l'avancée dans ce POTS, c'est que maintenant, on peut le faire en percutané. Ça veut dire que si une équipe, c'est difficile à faire, bien entendu, mais si une équipe s'y met dessus, c'est peut-être mieux de transformer une hypertension pulmonaire primitive en Eisenmenger que d'immigrer, vendre ses affaires, immigrer et prendre des médicaments. Ça, c'est la première notion. La deuxième notion, c'est que dans l'hypertension artérielle pulmonaire d'origine post-embolique, je pense qu'il y a une avancée colossale aussi, qui est celle des dilatations pulmonaires. Actuellement, on est capable, par une scintigraphie de perfusion, de localiser les endroits qu'il faut dilater. Une angiographie vous permet de dilater progressivement ces artères. Ça ne coûte pas grand-chose, ça ne coûte qu'un seul ballon et ça ne coûte pas très cher, et qui donne une avancée colossale. Donc moi, je dis qu'il faut quand même être très prudent sur ces médicaments qui coûtent horriblement cher, pour lesquels nous, en Algérie, il y a les inhibiteurs de la prostaglandine, mais il y a 300 ou 400 qui ont été autorisés à l'utiliser. J'allais dire, ça n'a pas changé la vie de mes malades, hein. Ça, c'est le plus important. Donc ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a actuellement des avancées pour transformer cette hypertension pulmonaire primitive en hypertension pulmonaire de type Eisenmenger. Oui. Qu'en penses-tu ? Alors, ce que j'en pense, c'est que c'est quand même une saga qui est extrêmement intéressante, puisqu'on la voit depuis 30 ans. Il y a 30 ans, il n'y avait rien. Aujourd'hui, on a la possibilité de traiter ces patients qui meurent très rapidement. Deuxième réflexion, c'est au niveau génétique, parce qu'aujourd'hui, on a des notions sur la génétique, des familles qui ont des hypertensions pulmonaires. Troisièmement, ce qui me paraît intéressant, c'est ces trois voies qui sont, que ce soit endothéline, prostaglandine et que ce soit phosphodiesterase, qui ont un impact thérapeutique. Puisqu'on voit clairement que sur les essais, il y a maintenant pratiquement plus de 10 molécules qui ont été approuvées, qu'aujourd'hui, sur les essais randomisés double aveugle, ça marche. Et ce qui est intéressant, c'est que ça marche, non pas sur le plan fonctionnel, mais sur la durée de vie. Moi, je pense qu'on va évoluer de plus en plus vers des thérapies d'emblée, vers des traitements plus agressifs, vers des traitements early agressifs, mais ce qui m'interpelle, c'est que c'est cher. Bien sûr, la recherche, ça coûte extrêmement cher. Nos patients n'ont pas accès à ces médicaments. Et j'ai parlé de la femme du médecin, elle a dû vendre son appartement pour pouvoir émigrer en France et pouvoir être dans un centre de référence. Ça reste de l'espoir, mais je pense que pour les années à venir, je vois entrevoir l'espoir parce que nous avançons et nous devons avancer sur des domaines-là. Je n'ai aucune expérience sur le POTS et tu le sais bien, la médecine aujourd'hui, c'est des études randomisées double aveugle. Donc on peut faire le meilleur des raisonnements physiopathologiques, mais si on ne passe pas par une étude randomisée double aveugle, notre raisonnement malheureusement tombe à l'eau. Aujourd'hui, c'est une dictature à nous, c'est les essais thérapeutiques. Dans l'hypertension pulmonaire, on a aujourd'hui plus de 20 essais thérapeutiques double aveugle randomisés. Aujourd'hui, même, tu l'as vu sur Griffon, il y a 1000 personnes qui ont de l'hypertension pulmonaire. Donc moi, je crois à cette médecine d'études randomisées de l'aveugle. Voilà, donc je crois que ça coûte énormément cher, c'est de la recherche, mais ça sert à quelque chose. Merci, professeur Ministre, pour cette passionnante communication. Et on pourra continuer la discussion autour d'un café. Là, on est un peu pris par le temps. Si tu permets, Léla, juste un petit commentaire. Si tu permets, docteur Hampson, je suis chirurgien cardiaque. En fait, le POTS,
n'est pas une nouvelle technique. Le POTS est la première anastomose systémico-pulmonaire qui a été faite pour les cardiopathies cyanogènes. Elle consiste à faire une anastomose entre l'artère pulmonaire et la crosse de l'aorte. En fait, elle sert à décharger, pas à transformer l'HTAP, l'hypertension primitive en Eisenmenger, non. C'est quand l'Eisenmenger ou l'hypertension pulmonaire arrive au stade de l'insuffisance cardiaque droite, on crée une décharge des cavités droites, on anastomose les cavités droites avec l'aorte. Cela permet à traiter l'insuffisance cardiaque, mais ne traite ni l'HTAP, mais aussi ça aggrave bien sûr la cyanose au niveau de la partie inférieure du corps. Donc c'est ça le POTS. Donc c'était un coup. Oui, mais j'ai complété juste parce que ça ne transforme pas l'hypertension pulmonaire primitive en Eisenmenger, c'est juste une technique palliative pour améliorer les patients en hypertension pulmonaire. Voilà. Merci.